Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va tourner quelques pages en fait dans le Cosmo réunionnais. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Jesmy. Content de vous voir et content aussi d'accueillir votre invité qui est Lalou. Bonjour. Voilà, auteur pays. Alors, petite précision, c'est le coup de cœur de l'INSEE Hardy-Mussard, je voulais préciser, qui voulait absolument faire venir Lalou aujourd'hui. Donc, je la représente, je suis son porte-parole, parce que je n'ai pas encore eu la chance de lire Lalou. Ça sera une première pour l'émission. Et voilà, je viens vraiment de la part de l'INSEE qui voulait absolument présenter Lalou. La dernière fois qu'elle est venue, je l'avais appelé Lalo. Parce qu'elle se souvient. Oh my God. Parce qu'il y a une chanson en mauricienne qui dit encore Lalo. Voilà, c'était la blague que j'avais faite l'année dernière, je voulais juste la lui rappeler. En tout cas, ça fait plaisir de la revoir. Alors, on va parler de... Bon, on va d'abord parler donc des Pieds de bois. Je vais laisser Lalou présenter son roman et moi après je donnerai mon avis, donc l'avis de l'INSEE. Et l'autre bouquin, c'est... Et l'autre, Où le vent te mène. J'adore la couverture d'ailleurs. Une couverture de Claire Ruiz, que je salue au passage. D'accord. Voilà. D'accord, on commence par... Pieds de bois ? Ouais. C'est le dernier sorti, c'est ça ? Alors, Pied de bois, c'est le dernier sorti. Il est sorti en janvier. Donc, c'est mon deuxième roman. C'est un roman jeunesse pour adolescents et jeunes adultes, on va dire, voilà, à partir de 13 ans. Et c'est un roman qui s'inspire un peu plus de l'univers qu'on connaît ici à La Réunion. C'est une histoire qui se passe dans le passé, vers le XVIIe siècle, où un jeune apprenti qui s'appelle Janssen travaille dans un muséum, on va dire, botanique, un botaniste, et qui, par une petite entourloupe, en fait, réussit à se faire passer pour quelqu'un d'autre et à embarquer avec la compagnie pour les mers du Sud. Sur le Batavia. Sur le Batavia, voilà. Petit clin d'œil aux Pays-Bas. Et donc, il embarque sur ce bateau parce que lui, son rêve, c'est de voir la vie en vrai, c'est-à-dire de ne plus voir les choses dans des herbiers ou des animaux empaillés. Lui, ce qu'il veut, c'est la vraie vie. Voilà, il embarque sur ce bateau et il va vite déjanter parce que il va vite être rattrapé par une catastrophe. Le bateau va faire naufrage. Et là, il découvre une île, une terre très mystérieuse avec des habitants très mystérieux, les hommes de bronze. Et voilà, va se dérouler sur cette île une aventure, on va dire, humaine, amoureuse, et un peu aussi une philosophique ou sociologique, voilà. J'allais dire, se balader dans l'atmosphère d'un adolescent ou d'une adolescente, de jeunes adultes, ça confère cette possibilité vraiment d'inventer quelque part, parce qu'on invente son monde. Ouais. La littérature jeunesse, en fait, elle permet... Enfin, on devrait aussi se le permettre dans la littérature adulte. C'est pour ça que mes romans sont pas vraiment classables non plus de ce côté-là. Mais c'est vrai que ça permet... On s'autorise davantage d'imaginaire et d'inventer des mondes. Il faut pas croire, en fait. C'est simplement un pas de côté par rapport à la réalité. Mais on ne fait toujours que parler de la réalité. Et cette fiction, le fait de partir dans l'imaginaire, un monde qui n'existe pas, permet un regard sur la réalité avec un petit peu de recul, un petit peu plus de liberté de penser. Je trouve que les auteurs jeunesse utilisent de plus en plus donc le fantastique, l'imaginaire, pour dénoncer. Pour moi, je le prends comme dénoncer un peu ce qui se passe dans la vie réelle. Et c'est vrai que dans les romans, il y en a quelques-uns qui commencent à se lancer, ou surtout ils dénoncent plutôt le passé dans les romans adultes, plus que l'actuel. Ils prennent moins de risques que dans les auteurs jeunesse. Et c'est une manière de faire passer des messages aussi, surtout dans la jeunes. description qu'elle a fait tout à l'heure, c'est, quand on parle du XVIIe siècle, un petit peu penser au cadre du Saint-Gérand. L'histoire d'amour entre Paul et Virginie, où il n'y avait que ça. Je veux dire que un jeune, quand on va dans certains schémas, le jeune ne pense qu'à ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il porte. Et c'est un petit peu là, c'est pas ce qu'il porte, mais ce qu'il va découvrir et qui va être forcé de vivre finalement.
Oui, alors il est forcé de vivre. Après, il y a aussi, comme c'est un roman jeunesse et que je suis très attachée à l'aspect initiatique des aventures, ou peu importe en fait. En fait, Janssen dans l'histoire n'est pas un adolescent, c'est un jeune adulte déjà. Mais il y a un parcours initiatique qui fait que ce jeune Janssen va être confronté à des choses, mais il va aussi à un moment donné faire le choix de certaines actions. Et dans la littérature jeunesse comme dans la littérature en général, c'est important ça aussi. C'est-à-dire, on ne subit pas ses envies, on ne subit pas la fatalité. À un moment donné, on fait un choix face à cette réalité, et ce choix a des conséquences. Donc voilà, c'est aussi, je pense, dans toute aventure, il y a un peu ça. Et enfin, je vais pas parler de psychologie, mais cette envie d'aventure, de liberté, ça caractérise un petit peu l'auteur? Ah oui, ça le caractérise complètement, ouais. Je le découvre moi-même en écrivant des histoires, c'est-à-dire si on me pose une contrainte, je vais essayer toujours de jouer avec cette contrainte. Je m'en pose moi-même d'ailleurs des contraintes. On est obligé, on a besoin d'un cadre pour avancer dans un travail ou quoi que ce soit. Mais ce cadre, c'est moi qui le choisis, encore une fois. Donc voilà, c'est un jeu après ça. La liberté, c'est pas faire tout ce qu'on veut. La liberté, c'est justement choisir et prendre les responsabilités de ce qu'on fait. Donc voilà, oui, effectivement, la fiction, c'est une prise de liberté vis-à-vis du réel, de l'histoire, parce que bon, il y a des appuis historiques, j'ai fait beaucoup de recherches pour écrire ce roman. Donc voilà, je prends des libertés avec le réel, je prends des libertés avec la langue, je prends des libertés aussi avec peut-être les nuances des caractères. Voilà, quand on écrit, en fait, on est entièrement libre. Si on a envie que les gens marchent sur la tête, ils marchent sur la tête. Et ça, c'est ce que j'aime, oui, bien sûr. Le titre, Pied de bois? Alors, Pied de bois, c'est un clin d'œil à mon père. Parce que mon père m'a fait une leçon de botanique quand j'étais petite. Voilà, à la créole. Elle a dit, ça c'est quoi? Ça c'est un pied de prune. Ça c'est ça c'est un pied de machin, un pied d'affaires. Et quand il connaissait pas, et il disait, ça c'est un pied de bois. Voilà. Et donc voilà, je suis partie de ça. D'ailleurs, Lindsay, elle remarque, chaque chapitre, il y a un jeu de mots avec le mot pied. Ouais, ça fait partie des petites contraintes que je me pose. Ce sont des jeux d'écriture, en fait. Et c'est un peu la signature, parce que le 3e roman va aussi, à mon avis, porter cette marque. Je me pose un jeu pour les titres de chapitres. Donc dans celui-là, c'était de trouver une expression avec le mot pied qui aille avec le chapitre. Et c'est pas si simple, mais bon, voilà. C'est marrant. C'est mon petit jeu. Et pour avoir lu L'Alchimiste de Paul Coelho à l'époque, et je reviens souvent à ça, ou bien on va essayer de voir il y avait un livre avec de Eichmann, je crois, sur Siddhartha. C'est toujours cette quête. Là, c'était un gamin qui essayait de trouver son chemin. Oui, il y a toujours une quête. Comme je disais, dans l'aventure, il y a toujours une quête. Il y a toujours une transformation qui s'opère. On parle de Siddhartha. Donc, dans Où le vent te mène, c'était déjà un peu ça. C'était plus un voyage. Là, au-delà du voyage, en fait, c'est une réalisation de qui on est. En fait, ça va peut-être un petit peu plus loin. Mais effectivement, oui, il y a toujours cette chose-là. Et je pense que peu importe, encore une fois, que ce soit de l'imaginaire, que ce soit de la jeunesse ou de l'adulte, pour moi, toute aventure est un chemin qui mène à une transformation. Et tout à l'heure, je faisais l'allusion à Gaël Guiton en parlant de Pagnol, la gloire de mon père, ce gamin qui va pas loin, mais qui, ne serait-ce que dans les garrigues, qui s'initie à... On voit toujours cet apprentissage. Oui, mais c'est un peu ça, ouais. Bon, là, c'est pas un gamin et il va un peu plus loin que la garrigue. Ouais. Là, il est confronté vraiment à un truc très étrange, vraiment différent de ce qu'il connaît. Et en plus, on n'est pas dans un univers enfantin. Ça veut dire qu'il y a aussi en fond
toute une espèce de violence sociale et institutionnelle, vraiment au fond. Hein, c'est pas Je du tout, vais faire l'extrême. En parlant d'initiation. 50 nuances de gris. Mais c'est pas la même chose. Oui, non, on n'y est pas du tout là. Non, je veux dire l'extrême. Oui, mais là, on n'est pas... Pardon. Non, on n'est pas dans le même domaine, là. C'est Non. Là, je ne parle pas d'érotisme ou de sexe. Hein. Je parle d'initiation. Je parle de ce besoin de chercher, de découvrir, de trouver. Non, il n'y avait pas allusion à ça. J'ai choisi le titre parce que 50 nuances de gris, rien que 50 nuances, pour montrer la difficulté de choisir. Le blanc total. C'est un sujet à méditer. Ah non, vous êtes resté sur le côté. Non, effectivement, pour moi, c'est toujours dans les choix, dans le choix de ce qu'on a envie, comment j'allais dire, quelle stratégie on choisit, quel schéma on adopte pour aller vers quelque chose. Oui, en l'occurrence, oui, j'aime bien le mot stratégie parce que dans Pied de bois, il y a aussi un questionnement. Alors, peut-être que je m'avance un peu, mais j'essaye de ne pas donner de leçons dans mes livres. Donc, il n'y a pas de choix. Voilà, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Mes personnages sont jamais complètement bons, complètement mauvais. Mais il y a effectivement différentes stratégies dans l'existence, dans la vie. Certains, pour s'en sortir, vont choisir une stratégie qui va leur apporter succès, gloire, argent, réussite. D'autres vont faire des choix qui vont leur apporter amour, sécurité, j'en sais rien. Mais enfin, voilà, il y a tout un panel dans les caractères humains qui sont en fait des choix qui vont définir des choix de stratégie. Et effectivement, ce que je questionne dans Pied de bois, c'est un petit peu quelle stratégie nous, en tant qu'individus, on adopte dans un monde qui est globalisé, dans un système qui fait intervenir plusieurs individus avec plusieurs stratégies. Comment ça, tout ça nous dépasse, en fait? Et encore plus important, c'est que si on regarde les livres qui font allusion à ces parcours initiatiques, c'est qu'à un moment donné, ça concerne le monde. Ça change lorsque ça devient à soi. Lorsqu'on s'implique dedans, après on se dit, la décision, elle est aussi pour moi. Elle me concerne. C'est pour ça que je posais la question à chaque fois, le regard qu'on a sur ce qu'on fait et à quel moment on s'implique. Mais c'est un peu ça, le sujet. Comment on s'implique, à quel moment, à quel prix, et dans quelle mesure on peut changer les choses. Et c'est vraiment une question qui est ouverte. Je n'ai aucune réponse à ça. Franchement, loin de moi la volonté de donner des leçons aux gens. J'ai confiance en l'intelligence des lecteurs, jeunes ou moins jeunes, et j'ai confiance dans leur capacité à se poser des questions, à réfléchir par eux-mêmes. Parce que dans le titre Pied de bois, là-dedans, il y a il y a suffisamment d'éléments pour se poser vraiment la question. Parce que finalement, est-ce qu'on construit le socle? Est-ce qu'il est assez solide? Et est-ce qu'après, on s'intègre on utilise ce socle pour soi? Et l'individu qui avance, il cherche pas, il s'interroge d'abord sur sa façon de voir le monde. Et malheureusement, à chaque fois, on est tous pareils. On commence tous de la même façon. On rêve d'abord. Ah, mais j'espère qu'on rêvera toujours. Oui, j'espère aussi. La différence, c'est peut-être on rêve à quoi et on rêve à combien, peut-être aussi. Voilà. Mais sans rêver, non, ça sert plus à rien. Parce que, encore une fois, comme je disais, Pied de bois, c'est le tronc, c'est le socle, c'est d'avoir des racines aussi. C'est là où c'est important. Et c'est pour ça que le titre Pied de bois en plus, il y a un S à Pied de bois. Donc, c'est... Ça parle. Oui, tout à fait. Ouais, ça... Le Pied de bois, en plus, dans l'histoire, c'est vraiment ce qui porte... Vous l'avez pas lu, je vais pas vous spoiler. Non, parce que moi, on va pas essayer non plus de déflorer ce qu'il y a à l'intérieur. Je veux dire, on essaye vraiment de montrer qu'autour de ça, le questionnement est très important. Je veux dire, quand on s'interroge sur la vie, et puis sur sa vie, c'est qu'il faut quand même avoir les éléments aussi
pour en discuter, pour avoir des réponses. Et ça, cette démarche-là, je pense que dans le livre, il doit y avoir des réponses. Alors c'est marrant parce qu'on m'a jamais posé cette question et je me rends compte, grâce à cette question, qu'il est aussi beaucoup question de tradition dans le livre. Donc des traditions que j'ai complètement inventées, soyons clairs, mais effectivement, il est aussi question dans le livre de cette tradition, de ce passé, ces racines, ce savoir ancestral qui a été oublié. Les habitants de cette île ont oublié leur passé, parce qu'il n'a pas été transmis. Donc ils ont perdu le sens de certaines choses et la signification de certaines choses, de règles notamment auxquelles ils obéissent. Et donc ils les remettent en question parce que ils ne savent plus à quoi servent ces règles. Ils ont oublié. Et effectivement, du coup, il y a peut-être un petit peu, inconsciemment, j'ai peut-être mis un petit peu de ça aussi dans l'histoire. Ben voilà, merci. Non, c'est une discussion. On va passer à l'autre. Ou le Venteman. Alors, revenir. encore un héros homme. Est-ce qu'un jour, il y aura une adolescente ou une jeune adulte fille ou le Venteman, c'était un héros homme pour une raison qui était simple, c'est que je ne savais pas que j'écrivais un roman à l'époque et que je l'ai écrite, cette histoire, pour un ami. Donc pour faire rigoler un camarade, en fait, au départ. Donc c'est pour ça que c'est un homme. Dans Pied de bois, j'ai pas mis... Le héros, le personnage principal est un homme, mais la clé de cette histoire est une femme. Et il y a un petit peu aussi un clin d'œil très léger, encore une fois, au féminisme, on va dire ça comme ça, parce que cette femme, qui s'appelle Leto, est très en colère, révoltée contre le système dans lequel elle vit, donc sur cette île, qui est un peu un système quand même assez patriarcal, et qui fait tout comme une fille. Ben oui, elle fait tout comme une fille, c'est une fille. Mais ce sera jamais suffisant. Ce sera jamais bien. Elle aura jamais son mot à dire ou ne sera jamais prise au sérieux parce que c'est une fille. Donc si elle est énervée, c'est parce que c'est une fille. Voilà. Et ce personnage-là est caractérisé par la colère, par la révolte, en fait. Et c'est quand même le cerveau de l'affaire, je pense. Voilà. C'est la clé. Le questionnement, la quête, elle est vraiment personnelle ou on sait que là il y a vraiment au bout il y a une recherche. Comment ça? C'est-à-dire que par rapport à l'histoire à Pied de bois où quelqu'un chemine et en espérant trouver quelque chose, est-ce que déjà au départ il sait qu'il y a une quête, il y a un Graal à trouver? Ah, lui il chemine vers une quête qui est illusoire, en fait. Lui il pense qu'il va juste aller vivre l'aventure, voir les choses. C'est pas du tout ce qui se passe, si c'est ce qui se passe, mais c'est pas du tout ça qu'il va trouver au final. Il va découvrir une quête qui est beaucoup plus grande et qui le dépasse, qui ne concerne pas simplement son individu, lui tout seul, son envie, aussi belle que soit son envie. En fait, il va se rendre compte que des fois, les choses nous dépassent et que les choix qu'on fait et ce vers quoi on va ne nous concernent plus que nous, quoi. Voilà. Mais effectivement, c'est une quête, mais elle se transforme, cette quête, par la force des choses. Le troisième roman à venir sera toujours un conte philosophique? Alors moi, en fait, j'ai pas la prétention d'écrire des contes philosophiques. Pourtant, tout le monde le dit. Tout le monde le dit, oui. Tout le monde le dit, donc ce sera dans le même style. Je pense que du coup, c'est mon style peut-être qui commence à s'affirmer, j'en sais rien. C'est pas la volonté, je me dis pas, je vais faire de la philo, non, pas du tout. Mais le troisième roman, oui, il sera probablement... perché, quoi, oui, je pense. Ouais. Et toujours un jeune adulte ou un ado en héros? Une fille. D'accord. Ouais. Une jeune adulte. Une jeune adulte. Un petit speech, juste pour nous donner envie? Je suis un peu superstitieuse. D'accord, attends. On dit un auteur qui parle est un auteur qui n'écrit pas, alors pour l'instant. Ok. Qu'est-ce qui caractérise l'auteur aujourd'hui dans ces deux romans? Alors moi, j'ai retenu une chose, c'est vraiment l'avertissement. Il y a beaucoup d'écologie. En tout cas, les trois chroniqueuses ont parlé beaucoup de cet avertissement par rapport à l'écologie, faire une sorte d'alerte sur le consumérisme. Les héros qui sont dans une quête, le conte philosophique. C'est les mots qui ressortent à chaque fois sur les deux romans de Laloux.
Alors c'est très drôle parce que je me sens pas particulièrement militante sur la question de l'écologie. Je suis tout à fait OK avec ça, il n'y a pas de souci. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir écrit un livre pour militer pour l'écologie. Par contre, ce qui m'a intéressée dans cette affaire-là, c'est que l'écologie, c'est un terrain qui illustre parfaitement nos difficultés individuelles. Je parle un peu comme une intello, je suis désolée, mais à se positionner pour une cause qui nous dépasse, encore une fois. Dans le bouquin, en fait, effectivement, il est question de l'épuisement des ressources, on va dire ça comme ça. Bon, l'épuisement de ces ressources fait que le monde en question, qui est une île en fait, risque de disparaître. Mais c'est pas tellement pour parler d'écologie au final. C'est surtout pour questionner au nom de quoi on fait ça. Par exemple, moi je vaux pas mieux qu'un autre. Je roule avec ma voiture, j'utilise de l'essence. Je sais que je devrais pas, mais pourquoi je le fais encore ? Moi, en tant qu'individu. Dans le livre, pourquoi un tel va couper son pied de bois ? Parce qu'il a besoin de nourrir sa famille, de faire vivre ses proches, et c'est tout à fait louable aussi. Un tel va décider de faire du commerce à grande échelle, quitte à zigouiller 2-3 ou... Pourquoi ? Quelles sont ses motivations individuelles ? Après, chacun fait son choix. Moi, je suis pas là pour dire il faut pas. Encore une fois, j'en sais rien et je fais pas mieux que les autres. Alors, le questionnement est là. Et donc, l'écologie, c'était le terrain rêvé pour questionner ça. Donc oui, le consumérisme, je le questionne. Le fait de se créer des besoins, en fait, au départ, on s'en passait très bien. Pourquoi d'un seul coup, on en a besoin ? Et pourquoi d'un seul coup, on est prêt à tout faire, toutes ces choses pour l'avoir. Donc voilà. Donc c'est vraiment... je suis contente que du coup ça parle de l'écologie, mais c'était pas l'idée première. D'accord. En fait. Ça confirme que ce sont 2 romans intergénérationnels. Parce que moi, c'est des romans que j'apprécie beaucoup, parce que je me dis, d'abord l'adulte lit, après je fais passer à mon enfant, ça passe toujours par moi. Et c'est une manière aussi de discuter avec son ado à table, certainement autour du livre, certes, mais ça permet de poser des questionnements un peu plus profonds sur ce qui se passe sur notre société actuelle. C'est le genre de roman que j'adore. Alors, moi j'aime bien ça aussi. D'accord. Et une des plus grandes réussites que je puisse rencontrer sur mon chemin, c'est quand justement j'ai des parents qui viennent me voir et qui me disent voilà, on l'a lu avec les enfants. Et l'adulte en a compris une chose, il y a des clins d'œil pour les adultes aussi, donc il voit une certaine part d'histoire. L'enfant, il voit autre chose avec ses yeux d'enfant et ça discute. Alors là, je me dis pari gagné, quoi. Si les gens se posent des questions et qu'ils en parlent, j'ai fait mon boulot. Et moi, c'est le plaisir ultime quand je lis un livre avec... mon fils, il est encore jeune, donc on a lu pour l'instant d'autres livres. Mais voilà, à chaque fois que je lis un livre, je suis toujours dans le but de me dire, je le garde de côté, on en discutera avec mon fils, ça peut me permettre d'ouvrir le sujet de discussion. Et voilà, c'est tout à fait le genre d'auteur que j'adore. Merci. En tout cas, pour cet échange, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Ouais. En tout cas, j'ai vraiment pris du plaisir. Merci Galito, merci Dalou pour cet échange. On rappelle juste les deux ouvrages. Et je voudrais dire aussi merci à l'INSEE. C'est vraiment... je peux juste me permettre de passer un petit message vite fait. Oui. Vous savez, il y a eu une période un peu difficile là avec le Covid-19, le confinement, etc. Et le monde du livre a beaucoup souffert. Donc j'invite les gens, les lecteurs, plus que jamais, à acheter un livre. Ou voilà, j'invite les collectivités et toutes les instances qui pourraient participer en faisant rentrer les livres dans les écoles, en faisant rentrer les livres dans les familles. C'est le moment, quoi. Oui. Voilà. D'accord. En tout cas, on va essayer une fois par semaine de relayer ce message à travers ce que fait Gaël Guiton. C'est bon? Oui. Merci à vous. Merci pour cet échange. En tout cas, ça a été un plaisir. J'espère vous revoir bientôt sur ce plateau. Merci. Pour cette assiduité, on va faire une pause. On se retrouve juste après.